On se barre. On se barre. On se barre. Bonjour. On se barre et on porte plainte. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous l'aurez sans doute déjà deviné, on va aborder le sujet du dépôt de plainte. Parce que dans un parcours de fuite, il peut être nécessaire, voire vital. Me rendre au commissariat et raconter ce qui m'était arrivé m'a permis de ne plus jamais retourner chez mon roi fou. J'avais besoin d'ériger un mur entre lui et moi. Il me fallait des soldats entre nous que l'on appellerait police et justice. Parce qu'en les mettant sur le front avec moi, de 1, tout prenait une dimension réelle, de 2, je n'aurais plus le droit de faire marche arrière. C'était ma vision de la chose pour moi. Pour d'autres, c'est bien différent, mais moi je l'avais intériorisé ainsi. Faire cette démarche devenait une sorte de porte de sortie dans laquelle il fallait s'engouffrer pour se dire « on avance ». J'étais en pilote automatique, et cette fois-là, c'était celle de trop. Oui, il y a pour chacun de nous la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Et celle-là, savourez-la, car elle vous sauvera peut-être la vie. Pour moi, c'était la menace de trop par message. J'étais en apnée. Je m'habillais depuis trop longtemps avec la peur. Il fallait sortir du silence et se barrer à tout prix. Alors, j'ai passé les portes du commissariat seul avec mon instinct de survie comme guide, mais je n'étais pas du tout armée. J'avais juste besoin de déverser mon histoire, de la faire figurer noir sur blanc pour qu'elle existe quelque part. Il fallait être précise, et c'était dur de tenir bon, d'assumer mon récit, de tout dire. J'ai dû y aller 2 fois. Je n'ai pas toujours trouvé des oreilles compatissantes. Parfois si, parfois non. Et certaines paroles m'ont même blessée. Certains ont cherché s'il y avait une faille dans mon récit ou des mensonges. Vous êtes une provocatrice, madame, voire un peu une allumeuse en répondant à ces messages. Vous lui laissez entrevoir de l'espoir. Vous n'allez pas venir nous voir tous les 4 matins à chaque fois que vous recevrez un message qui ne vous plaît pas, m'a-t-on même balancé. Mais j'ai tenu bon et on a fini par m'écouter vraiment. J'ai pu rencontrer des policiers remarquables et d'autres moins bons. Je savais pourquoi j'étais là. Tenter de me libérer d'au moins une de mes chaînes. Mais j'aurais aimé être préparée, tout savoir sur ce qui allait m'attendre. Le parcours judiciaire, quoi dire, comment gérer mes émotions, comment être prête face à tout cela finalement. Ainsi, aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Eric que je vais laisser se présenter. J'aurais aimé l'avoir sur mon parcours à ce moment-là. Il va nous exposer tout ce qu'il y a à savoir avec sa bienveillance et sa générosité qui le caractérisent bien. Voici donc notre échange par téléphone. Alors moi je m'appelle Éric Duroux, je suis un retraité de la police nationale depuis quelques mois. Je suis chez Eliane Rebers depuis juin 2021, donc prise en charge des victimes, de par mon métier, mon cursus, donc c'est plutôt la partie judiciaire et une partie, je dirais, accompagnement. Je m'explique. La partie judiciaire, ça commence au dépôt de plainte, après prise en charge du parcours qui peut être aussi qu'est-ce qu'une audition, qu'est-ce qu'une confrontation, comment se déroule un parcours judiciaire, qu'est-ce qu'une plainte, qu'est-ce qu'une main courante, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je dirais psychologique de soutien, comment aborder ce parcours en gérant au mieux son stress, en gérant au mieux ses émotions, en gérant au mieux ses échecs et ses erreurs, avec les outils classiques que sont la respiration, l'imagerie mentale, le dialogue interne et la relaxation. Voilà. Comment on peut faire appel à vous pour se préparer à cette plainte ? En fait, il faut prendre contact avec l'association Eliane Rebers. Vous avez un site internet, euh, une page Facebook, une page Twitter, une page LinkedIn. Si vous avez été victime de violences conjugales, intrafamiliales, de harcèlement ou de problèmes discriminatoires liés au handicap, vous pouvez faire appel à nous. Et la prise en charge est gratuite ? Là, il n'y a aucune cotisation et tout est gratuit. Voilà, du moment que vous rentrez dans les critères de victime de violences intrafamiliales, conjugales, harcèlement, euh, la prise en charge, je dirais, est automatique. La seule chose que l'on demande, c'est la barrière de la langue. Malheureusement, on sait que donc, les gens qui parlent français, les Français qui ont subi des violences de ce type à l'étranger, la justice française peut les prendre en charge. Donc nous pouvons aussi les prendre en charge, même si c'est compliqué. Et par contre, les étrangers qui ne parlent pas français mais qui ont subi ce genre de faits en France,
c'est compliqué. En fait, la barrière de la langue est parfois une limite difficilement franchissable. Hmm. Mais tout un chacun peut faire appel à notre association et ça n'engendre aucun coût. Aucun coût pour notre association, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de cotisation. Maintenant, si dans votre parcours, il y a besoin d'un accompagnement par un avocat, nous avons des avocats. Vous pouvez avoir le vôtre. En fait, nous, on est conseil. On n'est pas donneur d'ordre, on n'impose rien. Vous avez un avocat et vous entendez bien avec lui, vous le gardez. Si vous êtes un avocat mais que vous voulez en changer, on peut vous en proposer d'autres. Si vous n'avez pas d'avocat, on peut vous en proposer un. Mais là, ce n'est pas gratuit. Ce sont des tarifs d'avocat. C'est pareil pour les psychologues. Nous ne sommes pas psychologues. Chacun, moi je suis préparateur mental, enfin j'accompagne la partie, je dirais, bien-être ou prise en charge, type préparation mentale. Mais tout ce qui est pathologie, qui relève d'un psychologue ou d'un psychiatre, on a des partenaires. Et là aussi, ce n'est pas gratuit. On essaie de trouver des gens avec des tarifs plus que raisonnables, mais il n'y a rien qui est gratuit. Voilà. Mais l'association en elle-même, la prise en charge par l'association et par les 4 personnes qui la composent, est absolument et entièrement gratuite. Aucune cotisation, rien n'est demandé. Donc nous, du coup, là, on va s'intéresser un peu à des questions autour du dépôt de plainte. Tout d'abord, on peut et on doit porter plainte dans le cadre de violences conjugales. Quels sont les motifs recevables pour une plainte ? En fait, la plainte, le code pénal est simple. Il faut que le fait dont vous avez été victime soit prévu et réprimé par la loi. Donc, il faut un fait caractérisé, matérialisé, et il faut que l'auteur ait eu l'intention de. Ça ne doit pas être un fait involontaire. Donc, tout ce qui touche à la violence, qu'elle soit physique, psychologique, verbale, administrative, financière, économique, le chantage aux enfants, sont des faits qui peuvent être pénalement répréhensibles. Par contre, d'autres faits ne sont pas, sauf réitérés dans certaines circonstances, ne sont pas pénalement passibles de plainte. Tout bête, quelqu'un vous traite de salope. Salope n'est pas pénal. Vous ne pouvez pas porter plainte parce que quelqu'un vous a traité de salope. Voilà. Par contre, si la personne vous a frappé ou si elle vous a simplement tiré les cheveux, même si c'est qualifié comme des violences volontaires légères, tirer les cheveux ou une gifle, ce sont des violences volontaires. Voilà. Donc là, c'est pénal. Vous pouvez déposer plainte. Après, c'est la justice qui décide de la gradation de la peine vis-à-vis de l'auteur. Mais à partir du moment où on touche à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, les faits sont pénalement répréhensibles. Voilà. Depuis quelques années, il n'y a plus de main courante dans tout ce qui touche aux violences intrafamiliales et conjugales. La main courante n'existe pas. La priorité, c'est le procès verbal qui va donner suite à une enquête judiciaire. Maintenant, la justice estime que les faits de violence intrafamiliale ou conjugale sont suffisamment graves en eux-mêmes. La main courante est exclue de ce dispositif. Dorénavant, c'est une plainte. Donc on peut avoir violence conjugale, harcèlement, du coup ? Harcèlement, effectivement. Le harcèlement, pareil, ça peut être le harcèlement, il faut qu'il y ait 2 notions principales. C'est l'intensité de ce qui est fait ou de ce qui est dit et la fréquence. Voilà. Si quelqu'un, je dirais, vous insulte, vous rabaisse ou vous menace 1 fois par jour, on n'est pas dans du harcèlement. Il le fait 4 fois par jour pendant 1 semaine, on est dans du harcèlement. Qui peut être téléphonique, qui peut être verbal, qui peut être physique, qui peut être scolaire, qui peut être sur le lieu de travail. Voilà, il y a plusieurs types de harcèlement. Hein. Donc, c'est passible de plainte. Il y a un motif pénal de déposer plainte. Donc, pour le harcèlement, par exemple, si notre compagnon ou ex-compagnon nous envoie plus d'1 message par jour... S'il envoie, je dirais, 1 dizaine de messages sur 2 jours, ça peut être pris, mais ça va être compliqué. Par contre, s'il envoie 5, 6, 7, même plus de messages sur 1 semaine ou 15 jours, et toujours avec une volonté de blesser, avec une volonté de soumettre, avec une volonté d'influencer, avec une volonté de faire mal, vous pouvez déposer plainte pour des faits de harcèlement. Ce qui fait que le fait de harcèlement, en fait, vous devez attendre un peu avant de pouvoir constituer votre dossier. C'est ce qu'on conseille aux victimes en général. Achetez un agenda. À chaque fois que votre ex-compagnon ou compagnon vous menace verbalement, ou vous bouscule, et si c'est régulier, tout le temps, pendant 1 semaine, pendant 10 jours, pendant 15 jours, au bout de 15 jours, quand vous avez constitué votre dossier, allez déposer plainte. Vous aurez les dates ainsi, vous aurez les heures, vous aurez les lieux, vous aurez les motifs, vous aurez les postures, vous aurez les paroles qui ont été prononcées, éventuellement des témoins. Donc effectivement, là, le harcèlement demande une mise en place un peu plus longue. Après, les faits de violence, vous prenez une claque, c'est un fait de violence, il n'y a pas besoin d'attendre. Hein. C'est une violence légère, vous déposez plainte. Et vous disiez que du coup, on ne prend plus la main courante, mais on peut quand même aller signaler ce qu'on a vécu dans un premier temps sans vouloir déposer plainte. Est-ce que c'est possible ? Le collègue qui va vous recevoir va être obligé de faire un procès-verbal de renseignement. D'accord.
même si vous ne souhaitez pas déposer plainte. Mais ce procès-verbal de renseignement va être transmis au procureur. Mhm. Le procureur, il y a deux solutions. Soit il estime qu'il y a suffisamment de faits qui caractérisent le délit ou le crime, et il poursuivra, même si vous ne souhaitez pas déposer plainte. Mhm. Vous serez réauditionné plus tard. Après, vous pourrez dire de vous-même, non, je ne souhaite pas déposer plainte. Donc, ça sera un classement sans suite. D'accord. Mais si les faits sont caractérisés, le procureur peut, dans un premier temps, poursuivre l'enquête sans votre autorisation. Voilà. Il estime que les faits sont suffisamment graves et caractérisés. Maintenant, si il estime que les faits ne sont pas suffisamment précis, ne sont pas suffisamment caractérisés, même si vous déposez plainte, il peut parfois faire ce qu'on appelle un classement sans suite, Mhm. parce qu'il estime que les faits ne sont pas assez caractérisés. Mhm. Bon, après, il y a la possibilité de redéposer plainte. Hein. Il faut se constituer partie civile, c'est par le biais d'un avocat ou par une citation directe par le biais d'huissier. Mais en fin de compte, c'est le procureur, je dirais, qui décide de la viabilité de la plainte ou pas. Mais à savoir qu'un fait peut être traduit en justice et qu'une enquête soit mise en place, même si la personne ne souhaite pas déposer plainte. On peut nous refuser de prendre notre plainte? Non, si les faits sont caractérisés, non. Vous pouvez déposer plainte partout en France, sur le territoire national ou sur les dom-toms. Mhm. Un exemple. Vous avez subi des faits de violence à Lille. Pour X raison, 3 jours après, vous êtes à Bordeaux. Vous souhaitez déposer plainte. Bordeaux est obligé de prendre votre plainte. Il n'y a Mhm. pas de lieu en France où on peut refuser une plainte dès lors qu'elle est pénalement légale. Mhm. Aucun lieu. Pareil, avant, là, est-ce que vous avez un certificat médical? Ah ben non, j'ai pas eu le temps. Avant, on pouvait refuser, ou en tout cas, les plaintes n'étaient pas toujours prises quand il n'y avait pas de certificat médical. Maintenant, ce n'est absolument pas un prérequis. On a aussi beaucoup de femmes qui ont peur de déposer plainte parce que on nous parle, on leur parle de confrontation avec leur compagnon, mari ou Hmm. ex-compagnon. Est-ce que il y a toujours des confrontations? Alors, pas toujours, mais c'est parfois un passage obligé quand je dirais quand les réalités décrites, quand les paroles des uns et des autres sont vraiment trop différentes. D'accord. On en arrive parfois à la nécessité d'une confrontation qui permet de rétablir ou d'établir certains faits, voilà, un certain déroulement, une certaine chronologie, certains faits, Mhm. qui sans ça ne seraient pas Mhm. possibles. Et ça se passe comment une confrontation? Mais c'est l'OPJ, vous, lui et vos avocats. D'accord. Et là, les questions, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire pose des questions. Chacun y répond. Et en fonction des versions et des autres, les questions sont encore posées pour arriver au plus près, entre parenthèses, de la vérité. Mhm. Et donc du coup, on est dans la même salle Exactement. qu'à la... Alors, ce qu'on conseille en général aux victimes, de se placer légèrement devant l'auteur. Mhm. Comme ça, de manière pratique, votre regard ne croise pas celui de l'auteur. Si vous êtes derrière lui, il peut se retourner et vous regarder. Mhm. S'il est derrière vous, il ne va pas avoir le droit de bouger, de se lever pendant le... Non, il reste derrière vous. Donc, à moins que vous ne tourniez la tête, vous ne le verrez pas. Alors, effectivement, vous le sentirez, vous l'entendrez, vous saurez qu'il est là, mais vous ne croiserez à aucun moment son regard, ce qui est aussi très important. Bien sûr. Le regard peut être intimidant, peut être menaçant, donc le fait de ne pas croiser le regard d'autrui est un plus. Voilà. Mhm. Après, on peut se préparer aussi à mettre en place, à préparer sa déposition, à préparer sa confrontation, à mettre par écrit ce qu'on a envie de dire, pour essayer de diminuer son stress. Mhm. Mais effectivement, la confrontation est malgré tout stressante. Vous vous retrouvez avec l'auteur de violence dont vous avez peur. Donc se retrouver avec quelqu'un dont on a peur est un facteur de stress, effectivement. Bien sûr. Mais c'est malheureusement parfois un passage obligé. Mais pas obligatoire. Et pour un dépôt de plainte, est-ce qu'on peut être accompagné? Est-ce que c'est mieux d'être accompagné? Alors, c'est un droit, ça ne peut pas vous être refusé, vous pouvez être accompagné. Par contre, lors de l'audition, en général, vous vous retrouvez toute seule, ou tout D'accord. seul. Voilà. Mhm. Mais vous pouvez être accompagné au commissariat, effectivement, par une personne majeure de votre choix. Ce n'est pas obligatoirement un avocat, ça peut être une personne majeure, qu'elle soit majeure, de votre choix. Une personne avec qui vous êtes en confiance, une personne dont vous sentez le soutien, Mhm. quand vous êtes avec elle, vous vous sentez mieux, et vous pouvez vous faire accompagner, il n'y a aucun souci. Mais c'est ça, lors de l'audition, on est tout seul. Oui, tout à fait. Ou est-ce qu'on peut éventuellement être accompagné d'un avocat? Alors bien sûr, ça par contre, si vous avez un avocat, effectivement, et là par contre, l'audition, vous la faites avec l'avocat. Mhm. Voilà, c'est son job en fait. Il vous représente, il vous conseille, c'est lui qui dicte en tout cas, qui avec
au vu de ce que vous lui dites, c'est lui qui dicte la stratégie pénale, comment l'aborder, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, Mhm. quand est-ce qu'il faut le dire, comment il faut le dire. Parfois, il le dit à votre place. Donc, mais effectivement, là, vous pouvez être accompagné d'un avocat. Mais c'est son job. Mhm. Donc là, vous ne faites que le travailler, en fait. Mhm. Mais on n'est pas obligé d'avoir un avocat. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux d'en avoir un. Mhm. C'est mieux d'en avoir un. Alors, effectivement, c'est plus cher. Hein. Mais sauf si vous avez de l'aide juridictionnelle, auquel cas, selon l'aide juridictionnelle, on paye certains actes de l'avocat. Euh, L'État paye, ça prend en charge certains actes de l'avocat, pas tous, D'accord. de manière à ce que les personnes qui, entre parenthèses, n'ont pas les moyens ou sont en deçà du plafond de ressources puissent quand même bénéficier d'une aide d'un avocat. Voilà. À titre personnel, je conseille quand même malgré tout de prendre un avocat. D'accord. C'est compliqué de gérer un parcours judiciaire tout seul. C'est très compliqué. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'un avocat, ça sera toujours simple, mais un avocat, si vous avez un bon avocat avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous avez de bonnes relations, vous allez vous simplifier la vie de manière exponentielle. Voilà. Ça Mhm. sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et avec un risque d'erreur diminué. Et pour justement cette aide juridictionnelle, comment on fait? C'est un plafond de ressources, en fait. Alors là, je ne sais pas, en fait, c'est votre salaire en fonction de ce que vous touchez, de ce que vous gagnez. Mhm. Vous avez droit ou pas à l'aide juridictionnelle. Si vous avez un plafond de ressources qui correspond, ben, vous avez un dossier à remplir, voilà, que vous pouvez trouver auprès d'un commissariat de police. De toute façon, lors de la plainte, on vous le demande. Enfin, éventuellement, ou alors le mieux, c'est de se renseigner auprès de l'ordre des avocats de votre département. Mhm. À savoir que dans chaque département, il y a un ordre des avocats qui est de manière globale, c'est l'ensemble des avocats, tout secteur d'activité confondu, qui se réunissent dans un ordre, l'ordre des avocats. Mensuellement, en général, dans chaque département, il y a une permanence gratuite qui est mise en place pour accueillir les gens. Voilà. Donc vous pouvez y aller, Mhm. c'est gratuit. C'est une première approche. Vous pouvez expliquer votre problème, demander, voir avec eux si vous pouvez bénéficier ou pas de l'aide juridictionnelle, ils vous répondront. C'est une possibilité. De même, dans chaque département, vous avez ce qu'on appelle une maison de justice et du droit. Maison de justice et du droit, où ce sont d'anciens, en général des retraités, Mhm. mais des gens compétents que vous pouvez aller voir, là aussi à titre gratuit, à qui vous pouvez présenter vos problématiques et leur demander si oui ou non vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle, quel avocat ou quel type d'avocat il vous conseillerait. Voilà. Donc il y a quand même des possibilités de voir avant le dépôt de plainte si on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, si les faits pour lesquels on souhaite déposer plainte sont passibles de plainte et par qui on peut se faire accompagner. Mhm. Voilà, c'est l'ordre, alors je résume, l'ordre des avocats et la maison de justice et du droit. D'accord. Et puis après, le milieu associatif, éventuellement, certains, l'association qui peut faire. Alors, elles ne font pas les démarches à votre place. Hein. Mhm. Une association n'est pas là pour faire les démarches à la place de. Bien sûr. L'association est là pour aider les gens, elle est là pour accompagner les gens. Elle n'est pas là pour faire à leur place. Donc, on peut se renseigner parfois, mais le mieux, c'est quand même maison de justice et du droit, avocat. Donc maintenant, on peut imaginer qu'on a trouvé un avocat ou qu'on y aille seul. Comment ça va se passer au commissariat? Qui nous reçoit? Est-ce qu'on est reçu dans des cellules spécifiques? Enfin, comment ça se passe? Alors, en fait, selon les faits, je sais que maintenant, dans les commissariats, depuis que je suis parti à la retraite, il y a des codes couleurs en fonction des faits, en fonction de la gravité des faits. Mhm. Je dirais à une gravité supérieure des faits correspond une intimité supérieure. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, de manière générale, dorénavant, les plaintes sont prises dans des box fermés, de Mhm. manière générale. Voilà. Avant, vous aviez des box ouverts, des gens pouvaient entendre. Maintenant, voilà. Le souci, c'est qu'il il faut passer par l'accueil. Mhm. Et des fois, l'accueil, on n'ose pas dire exactement ce qu'on a vécu. Enfin, c'est compliqué. À l'accueil, il y a parfois un peu de monde à moins de 2 mètres ou à moins de 2 mètres. Et ce code couleur permet de mettre en place une intimité pour recevoir la personne. Voilà. Maintenant, si vous voulez déposer plainte, il faut vous rendre dans un commissariat ou dans une gendarmerie, ou alors vous écrivez directement au procureur. C'est vous D'accord. qui décidez. Au procureur du tribunal judiciaire de votre département, ou vous déplacez dans une gendarmerie, ou vous déplacez dans un commissariat de police, à savoir, et je le répète, que votre plainte, vous pouvez la déposer partout où vous voulez. Et on est reçu Vous, parfois dans des. Alors, il y a deux solutions. Soit Ouais. vous prenez contact directement par téléphone avec le Mhm. commissariat ou la gendarmerie dont vous dépendez, Mhm. et selon le type de violence, vous demandez à ce qu'il est possible que ma plainte soit prise par quelqu'un qui est formé et spécialisé. Donc, D'accord. si vous avez été victime de viol ou victime d'agression sexuelle, mais avec violence, il vaut peut-être mieux que ce soit quelqu'un de la cellule de VIF, ce qu'on appelle violence intrafamiliale, Mhm. qui vous reçoive. Il est formé, il est entraîné, c'est son métier, il ne fait que ça, que par quelqu'un qui prend des plaintes
de la dégradation du rétroviseur, il vaut mieux prendre quelqu'un de spécialisé. Donc vous appelez par téléphone, vous pouvez prendre contact, si c'est possible, prendre un rendez-vous pour déposer plainte. Voilà. Peut-être que ça ne sera pas possible. Dans ce cas-là, il faudra vous rendre à l'accueil de vous-même, se rendre au commissariat, et la plainte sera prise par une personne qui sera plus ou moins qualifiée. C'est un risque. Mais d'abord appeler le commissariat ou la gendarmerie pour voir s'il est possible d'être reçu par une personne dont c'est le métier. Donc c'est la fonction première de ne gérer que ce genre d'affaires. Qu'est-ce qu'on va attendre de nous, en fait? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Comment ça va se passer, cet Alors, comme je disais entretien? au départ, il faut que les faits soient caractérisés et il faut que l'intention de l'auteur soit démontrée. Donc les faits caractérisés, il faut avoir, pour aller déposer plainte, il faut préparer sa plainte. Je prends une ou plusieurs feuilles A4. Regarde, moi, j'ai noté sur un agenda, par exemple, des faits. Tel jour à telle heure, il m'a giflé, il m'a insulté, voilà. Il y avait telle ou telle personne. Tel jour à telle heure, il a refait la même chose, mais il y avait des enfants. À savoir que tous les faits de violence conjugale, dorénavant, qui se passent devant des mineurs, le fait que ça se passe devant un mineur, c'est un facteur aggravant. Voilà. Donc, mais en fait, il faut noter. Et ce qu'on va vous demander lors de la plainte, c'est de réciter, si je puis dire, de la manière la plus chronologique possible, tous les faits qui caractérisent ce qui vous est arrivé. Alors, ça peut être des violences psychologiques, quelqu'un qui vous dénigre sans arrêt, tous les jours. Tu n'es bonne à rien, tu es vilaine, tu ressembles à rien, tu n'es capable de rien. Voilà, tous les jours, on est dans de la violence psychologique. Quelqu'un qui vous bouscule, qui vous tire les cheveux, qui vous envoie une claque, qui vous jette un verre à la figure ou une assiette, ou je dirais même une serviette, enfin, peu importe, c'est des violences physiques. Quelqu'un qui vous interdit de travailler, qui vous supprime votre carte bleue, ou qui vous interdit d'avoir une carte bleue, qui vous interdit d'avoir un compte bancaire. On est sur des violences financières et économiques. Voilà. Quelqu'un qui vous supprime vos papiers, qui vous interdit de faire des démarches administratives. On est sur des violences administratives. Donc il y a tous ces faits que vous devez noter. Et le plus simple, c'est sur un agenda. C'est pour ça qu'il faut se renseigner longtemps avant. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour déposer plainte? Et en fait, vous notez, et vous arrivez au commissariat, vous présentez tous les faits dont vous avez été victime. En gros, c'est le jour, la date, le mois, l'auteur, la victime, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il m'a touché physiquement, qu'est-ce qu'il m'a dit verbalement, voilà. Est-ce qu'il y avait des témoins. Et à chaque fois, c'est ça. Et de manière ensuite à constituer un dossier où tous les éléments correspondent le plus possible aux attentes et aux besoins des services d'investigation, qu'ils soient police ou justice. Donc une plainte se prépare. Et pour être sûr de ne rien oublier, le mieux c'est d'écrire. Voilà. Non seulement écrire permet de diminuer le stress, se préparer permet de diminuer le stress, parce que mieux vous êtes préparé, moins vous stressez, mais en plus vous dites tout ce que vous avez la volonté de dire, tout ce que vous êtes déterminé à dire. Vous n'oubliez rien. Voilà. Alors que si vous ne préparez pas, vous pouvez sortir du commissariat en vous disant là j'aurais dû dire ça. Non, là, le fait de préparer, le fait de mettre sur papier tous les faits dont vous avez été victime permet au fur et à mesure d'établir une chronologie de faits, de violence. Ça permet de constituer un dossier qui soit vraiment solide et qui ne finisse pas par un classement sans suite, mais au contraire par des investigations supplémentaires. Moi, j'ai aussi le souvenir il fallait être extrêmement précis, hein, les jours, les heures, ça, effectivement, il faut bien l'avoir en tête. Mais j'ai aussi un souvenir que on m'a posé des questions bien spécifiques aussi, qui avaient comme Alors, les jours et les heures, si je peux me permettre, les jours et les heures, quand les faits datent d'il y a 10 ans, par exemple pour les faits d'agression sexuelle ou de viol, que le jour exact, que l'heure exacte ne soit pas, je dirais, que vous ne vous en rappeliez pas, ça ne portera pas préjudice. Voilà. Si vous savez à peu près quelle année, avec qui, comment, dans quelles conditions, vous caractérisez suffisamment les faits, après les investigations détermineront chronologiquement, je dirais, elles préciseront la chronologie des faits. Mais ce n'est pas une obligation quand les faits ne sont pas encore soumis à prescription. Une femme qui veut déposer plainte pour un viol commis il y a 20 ans, on ne va pas décemment lui reprocher de ne pas s'en rappeler l'heure, le jour, la date exacte. Voilà. Mais si les personnes s'en rappellent, c'est quand même mieux. Voilà. On a jusqu'à combien de temps pour porter plainte? Est-ce qu'il y a une notion de prescription? Selon les délits et les crimes, il y a une prescription qui est dans le code pénal. Un exemple pour les viols, c'est 30 ans à partir de votre majorité. Vous êtes fait violer à 6 ans, vous êtes fait violer à 15 ans. Vous pouvez porter plainte à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans après. En gros, jusqu'à 48 ans. Voilà. Et du coup, donc, je vais juste revenir à cette histoire de questionnaire. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, on m'avait dit, oui, il y a un questionnaire bien spécifique. On doit vous poser telle et telle question. Par exemple, on m'a demandé
De mémoire, par exemple, est-ce que votre compagnon menace de se suicider? Oui, tout à fait. En fait, il y a un questionnaire, Mhm, je dirais qu'il y a un procès-verbal type dorénavant mhm, pour caractériser les violences physiques, des questions types, pour caractériser les violences psychologiques, des questions types, pour caractériser les violences verbales, questions types, violences administratives, violences financières, violences économiques, chantage aux enfants, et puis pour voir la personnalité de l'auteur. Est-ce qu'il y a mhm, des addictions? Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce que vous savez s'il a commis des faits similaires? Avec qui? Voilà. Donc effectivement, il y a des... Et puis après, il y a des questions parfois intimes. Le viol, on va vous demander quel type de pénétration. mhm, Ok, est-ce que c'était sans consentement, sous la menace, quel type de menace, en utilisant la force, la contrainte, la surprise, quel type de pénétration, dans quel endroit, par mhm, quoi. Effectivement, en fait, ce n'est pas du voyeurisme, c'est juste que pour caractériser le fait, il faut le plus de précision possible. Voilà. mhm, Donc il y a des questions, effectivement, qui vont parfois être très intimes, qui vont mhm, parfois être douloureuses, qui vont parfois être compliquées, en tout cas dans les réponses, parce qu'on se sent toujours un peu sale, mhm, on culpabilise toujours un peu, on a toujours un peu honte. mhm, Donc c'est parfois compliqué humainement de gérer les réponses à ce type de questionnement. Mais encore une fois, ce sont des questions nécessaires qui permettent d'établir les faits, et qui mhm, permettent de montrer la gravité des faits. Et plus les faits démontrés sont graves, plus les faits démontrés sont complexes, je dirais, avec une notion de gravité de plus en plus élevée, plus le dossier est solide, plus mhm. la personne a de probabilité d'être condamnée. Et là, c'est là où la deuxième partie de mon accompagnement se fait, par les outils de respiration, de visualisation, de dialogue interne, de relaxation. On peut diminuer les douleurs et les souffrances qui accompagnent le parcours judiciaire. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, Mhm. ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des victimes avec des pathologies. Les victimes avec des pathologies doivent être suivies par des psychologues ou des Mhm. psychiatres. Ce n'est pas mon métier. Moi, ce sont des personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, mais qui veulent vivre le mieux possible leur parcours judiciaire. Donc, quels sont les outils, quels sont les moyens que je peux mettre à ma disposition pour pouvoir vivre mon quotidien de la manière la moins impactante possible. Mhm. Voilà. Mais les questions, il faut s'attendre à des questions parfois très intimes, qui sont une obligation dans un parcours pénal, voilà, qui sont une obligation pour caractériser les faits dans leur plus juste mesure. Et ça va être quoi justement ce parcours judiciaire? Voilà, on dépose plainte et après? On dépose plainte si le monsieur ou madame est interpellé, il est lui-même auditionné. S'il avoue les mêmes faits, ben, le procureur est avisé, il passe en jugement. Si par contre il a une version totalement différente, eh bien, il peut y avoir une confrontation. Le procureur est aussi avisé, il demande des investigations supplémentaires, expertise, expertise de la victime, expertise de l'auteur, expertise psychologique, expertise sociale s'il y a des enfants, expertise médicale pour voir s'il y a des traces physiques. Et puis ensuite, à chaque fois, à chaque étape, le procureur est avisé quand il estime que le dossier est suffisamment complet et suffisamment explicatif et descriptif et qui correspond aux attentes de la justice, ben à ce moment-là, l'individu est comparé. Voilà. Alors, ça peut être devant le procureur ou alors par un procès de comparution immédiate ou de comparution ultérieure. Il y aura une convocation ultérieure. Mhm. Donc, il est laissé libre avec une interdiction d'approcher la victime ou il est incarcéré en attendant le procès. Et ça, c'est selon la gravité des faits, selon le risque de, de mise en danger de la victime ou de trouble à l'ordre public qui peut engendrer. Si on estime qu'effectivement, il va aller menacer la victime pour qu'elle retire sa plainte, ou il va aller brûler sa voiture, ou il va créer un trouble à l'ordre public de manière à, à pourrir, je dirais, la vie de la victime, Mhm. bon, on va l'incarcérer. Si on estime que non, il a compris et qu'il va se tenir à l'écart et que la justice pourra faire son travail tranquillement, il sera laissé libre avec des contraintes de ne pas voir et de ne pas rentrer en contact avec la victime par quelque moyen que ce soit. Mhm. Et ça, c'est la justice qui décidera. Voilà. Donc le parcours judiciaire, en fait, il est divers et varié. Il n'y a pas de réponse unique. Mhm. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Mhm. Plus l'affaire est délicate, plus l'affaire est compliquée, plus il y a de faits, plus l'affaire est longue. Mais il n'y a pas de parcours unique. Les expertises sont parfois demandées, parfois ne sont pas demandées. Encore une fois, plus les faits sont graves, plus il y a des expertises, Mhm. plus il y a de probabilité de confrontation.
Voilà, ça dépend vraiment de chaque affaire. Quand on va porter plainte, tout ça, on a souvent très très peur, peur de nos compagnons ou ex-compagnons. On peut demander l'ordonnance. Alors, ce qui existe, c'est ça, c'est une ordonnance de protection. Et on peut demander ça directement au commissariat? Alors, l'ordonnance de protection, il n'y a pas de nécessité, d'obligation de déposer plainte. C'est mieux, dorénavant, pour bénéficier d'une ordonnance de protection, de déposer plainte. Mais le cadre d'utilisation de l'ordonnance de protection ne fait pas de la plainte un prérequis obligatoire. Voilà. Maintenant, c'est effectivement mieux d'avoir un dépôt de plainte. Il faut vraiment qu'il y ait une mise en danger caractérisée de la victime, sur elle ou sur ses enfants. Et là, il y a ordonnance de protection. Ordonnance de protection qui donne une possibilité de droits supplémentaires. Vous pouvez être domicilié sur les procès-verbaux, vous êtes domicilié au commissariat ou à la gendarmerie. Vous pouvez bénéficier d'une caution pour un logement, la caution visale. Vous pouvez renouveler s'il y a des éléments nouveaux. Elle peut être renouvelée une fois 6 mois. Je crois que c'est 6 mois plus 6 mois. D'accord. Donc c'est voilà. Mais encore une fois, il faut vraiment qu'il y ait une mise en danger immédiate, actuelle et très sérieuse de la victime pour que l'ordonnance de protection soit mise en place. Et cette ordonnance, on la demande au commissariat ou au tribunal? Alors, en fait, vous allez voir l'OPJ, vous demandez une ordonnance de protection. En fait, c'est une association qui travaille avec le commissariat, qui va vous recevoir, elle va vous poser des questions, elle va faire un rapport qu'elle va envoyer au procureur. Et le procureur décidera si oui ou non, au vu de ces éléments, vous pouvez bénéficier d'une ordonnance de protection. Donc, c'est d'abord une enquête pour déterminer les faits, la gravité des faits, je dirais le niveau de danger ou d'insécurité dans lequel vous êtes, s'il est immédiat, s'il est factuel, s'il est réel, et ensuite, c'est la justice qui décide si oui ou non il y a ordonnance de protection attribuée. On ne nous en parle pas forcément, en fait, quand on va dans les commissariats, cette ordonnance de protection. De plus en plus, en fait, quand vous allez dans un commissariat, maintenant, de plus en plus, mais il faut déposer plainte. Quand vous déposez plainte, vous avez une liste de droits, vous avez droit à une assistante sociale, vous avez droit à une psychologue, vous avez droit à des examens médicaux, vous avez droit à l'ordonnance de protection. Enfin, voilà. On vous explique, en fait, de plus en plus dans les commissariats maintenant, ou dans les gendarmeries, les droits, vos droits en tant que victime vous sont présentés et expliqués. Et vous pouvez poser des questions. On met en place, on vous montre, et après, c'est vous qui décidez si oui ou non vous utilisez ou pas ces droits, si oui ou non vous n'utilisez pas le service que l'on vous présente, mais on doit vous les présenter. C'est une obligation. D'ailleurs, dans le dépôt de plainte, à la fin, il me semble que les dernières lignes, les derniers paragraphes de la plainte sont justement l'énoncé de tous tes droits. Les téléphones grave danger, ça va avec l'ordonnance de protection? Alors, téléphone grave danger, ça peut être sans l'ordonnance de protection. Il y a les deux modalités. Il y a le téléphone grave danger, le TGV, et puis il y a le bracelet anti-rapprochement. Le téléphone grave danger, c'est la victime qui est munie d'un téléphone. Elle appelle dès qu'elle se sent en danger pour X raison. Elle appelle directement par ce téléphone. Ça tombe sur une société de télésurveillance en général. Et sur le dispositif d'alarme, je dirais, qui est implanté au commissariat ou à la gendarmerie locale, et confirmé par un appel de la télésurveillance à la gendarmerie ou à la police dont dépend la victime. Et le bracelet anti-rapprochement, lui, concerne principalement l'auteur. L'auteur, il y a un cercle géographique dans lequel il ne doit pas rentrer. À partir du moment où il a un bracelet anti-rapprochement et qu'il rentre dans ce cercle, il est localisé pour interpellation et présentation à l'OPJ. D'accord. Et ça, pour en bénéficier... Mais ça, par contre, c'est la justice qui décide. D'accord. Là, par contre, il faut qu'il y ait là, c'est un dépôt de plainte. Là, c'est une obligation. Il faut qu'il y ait un dépôt de plainte et qu'il y ait des faits caractérisés suffisamment graves pour, je dirais, justifier l'attribution soit du TGV, soit du bracelet anti-rapprochement. Oui, ça se fait par la suite, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et avec ce dépôt de plainte, du coup, on peut aussi être amené à être envoyé dans un UMJ, donc un institut médico-judiciaire. Ouais, c'est pour l'expertise médicale. Expertise psychologique ou expertise médicale. Alors, encore une fois, si vous avez subi des violences, il va y avoir un certificat descriptif des blessures qui va expliquer hématome à la joue droite, voilà, avec des termes médicaux, avec une ITT à la fin, une interruption temporaire au travail, de 0 jours, de 2 jours, de 10 jours, de 20 jours. Voilà. Ça, c'est le médical qui décide. Effectivement, l'expertise, en fait, l'UMJ, est une expertise pratiquée par des personnes assermentées, police et justice. Voilà. Leur certificat fait foi. Oui, un certificat médical délivré par un professionnel habilité et assermenté est un plus dans une procédure. Voilà. C'est un plus.
Mhm. Il constatera, il décrira les coups reçus, le degré de violence, l'endroit, éventuellement s'ils ont été faits ou pas avec une arme. Mais sinon, non, il faut absolument, ça, il faut passer par là de toute façon. C'est un plus. Mhm. C'est dur, mais il faut y aller. Tout à fait. De toute façon, à partir du moment où on va déposer plainte et qu'on a subi des violences, quelle que soit la gravité des violences, il faut se dire, il faut être déterminé à concevoir que le parcours va être long et compliqué et parfois douloureux. Et que les attentes des victimes, surtout en termes de temps, de vitesse d'exécution, sont rarement la réalité de la justice. La justice est lente et longue parce qu'il y a des investigations. Les attentes des victimes elles veulent les choses rapides. Elles veulent que tout soit rapidement fait, fini. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc c'est là où est entre la différence de délai, en tout cas de perception de délai de la justice de la victime, c'est là où s'insère le stress, la douleur, la souffrance, le compliqué. Et donc il faut s'attendre à vivre des moments pas faciles. Et ça, c'est le passage obligé, en fait. À partir du moment où il y a un dépôt de plainte, surtout si la plainte est grave, concerne des faits graves, c'est un passage obligé par lequel on ne peut pas, enfin, on ne peut pas éviter de passer par là. Comment vous préparez les victimes? Première chose, mais qu'elles écrivent ce qu'elles ont Mhm. vécu, elles le mettent sur papier blanc. Mhm. On leur dit tout ce qui vous vient, allez, vous allez prendre 3-4 jours là, et à chaque fois qu'il vous viendra une idée, un fait, qu'il soit psychologique, qu'il soit verbal, qu'il soit physique, vous le notez. Voilà, vous le notez. Une fois qu'elles ont rempli, je dirais qu'elles se sont rappelées de la majeure partie des faits dont elles ont été victimes, on voit avec elles les dates approximatives, Mhm. la chronologie, voilà, approximative. On voit si vraiment c'est caractérisé. Il m'a tapé. Alors, il m'a tapé, c'est pas suffisant. Il m'a tapé comment? Avec quoi? Mhm. Il m'a donné une gifle sur la joue droite. Voilà, ça, c'est un fait caractérisé. Il m'a donné un coup de poing dans les dents. Ça, c'est un fait caractérisé. Il m'a tapé. Il n'y a aucune précision. La justice veut des précisions. Il m'a insulté. Insulté, mais oui, il a dit quoi? Tu n'es capable de rien, tu ne sais pas t'occuper de tes enfants, tu es une connasse. Voilà, c'est en fait, tout est dans l'importance, tout est dans le détail, tout est dans la précision. Mhm. Plus vous donnerez de précision, plus vous donnerez de détails, plus il y en aura de signalés, plus votre plainte aura de chances d'aboutir. Voilà. Donc ce sont des questions qui ont toute leur importance. Mettez-vous à la place de la police ou de la justice, entre il m'a tapé, qui est très flou, Mhm. et il m'a donné un coup de poing dans le visage, il m'a cassé une dent, il y a quand même des précisions qui sont autrement plus intéressantes Mhm. d'un point de vue judiciaire. Mhm. Il m'a tiré les cheveux. Ok, il m'a tiré les cheveux. Est-ce qu'il vous a arraché les cheveux? Est-ce qu'il vous a fait tomber au sol? Il vous a tiré les cheveux pour vous amener vers où? Vers l'arrière, vers l'avant, Mhm. pour vous donner une gifle ensuite. Vous voyez, la précision, toujours la Mhm. précision. Et vous proposez aussi un peu des exercices de respiration à faire pour gérer le Alors stress. après, effectivement, pour apaiser, pour gérer le stress, exercices de respiration, hein, respiration abdominale, respiration complète, des exercices d'imagerie mentale, se visualiser quelque chose qu'on a réussi. On va essayer de faire ce qu'on appelle un renforcement positif, de montrer que ce qu'elle a déjà réalisé une fois, il peut le réaliser 2 fois. Mhm. Un exercice de respiration, pareil. Il y a un exercice de respiration tout simple, mais il faut s'entraîner. Ce n'est pas le jour J, quand tout se passe mal, que vous allez savoir respirer. Mhm. Il faut s'entraîner quotidiennement. Pareil, le dialogue interne. Je suis nul, je n'y arriverai pas. Ben non, en fait, vous êtes nul dans quoi? Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes nul? Pourquoi vous êtes nul? Quand vous dites que vous êtes nul, vous pensez à quoi? Et on va trouver, en fait, d'une manière positive, ben, je ne suis pas nul. Je suis capable de. Donc ça, c'est un dialogue interne. C'est la manière dont la victime se parle Mhm. qu'on va essayer de changer. On va essayer de changer de pensée négative, de croyances limitantes. On va essayer d'en faire des croyances valorisantes. Voilà. Après, il y a des relaxations possibles pour lutter contre le stress, pour lutter contre je dirais la fatigue engendrée par le stress et des phénomènes de relaxation, Mhm. des phénomènes de relaxation musculaire, mentale ou psychosensorielle qu'on peut mettre en place. S'entraîner à respirer, s'entraîner à sourire. C'est tout bête. Mais vous souriez quand vous êtes en colère, vous allez changer votre corps, vous allez changer votre esprit. Voilà. Pensez de manière cognitive. C'est-à-dire que vous sentez vous stresser, vous dites, bon, mais je suis à quelle adresse? Voilà, je suis en train de faire quoi? Vous lisez. Lire réduit le stress de 60%. Qu'est-ce que je touche? Je suis assis sur une chaise. Est-ce qu'elle est en plastique? Est-ce qu'elle est en fer? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle est rugueuse? Voilà. Mes pieds sont comment? Enfin, voilà, il y a tout un système de travail sur soi, en fait. Et après, en prévention, de la visualisation.
je me visualise en train de réussir ma confrontation. Ça permet d'apporter de la confiance en soi. Et qui dit avoir confiance en soi, dit moins de stress. Qui moins de stress, être plus apte à affronter ce qui va arriver. Je laisse le mot de la fin à Eric. Si ce n'est qu'en général, il est dit que les stats, une victime va porter plainte après sept tentatives. Voilà. Elle va penser 7 fois à déposer plainte, elle va se déplacer 7 fois sans oser déposer plainte, et la 8e, elle le fera. Voilà. Donc c'est vraiment une décision, un choix personnel, et que souvent ça dépend de l'entourage. Je ne suis pas capable aujourd'hui de déposer plainte, mais dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois, je serai capable. Il y a la vitesse de chacun, la vitesse de décision, la vitesse de choix n'est pas similaire. Voilà. Donc je pense qu'il faut respecter la vitesse de chacun, la vitesse de décision, et il faut accompagner plutôt que de moraliser. Il faut être à côté plutôt que de poser des injonctions. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà. Argumenter, montrer, expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, et toujours respecter la personne qui va aller déposer plainte. C'est un travail compliqué. Si je dépose plainte, est-ce que je vais perdre mes enfants? Le parcours est compliqué. Respecter la personne qui va déposer plainte, l'accompagner, l'aider, essayer de lui faire, de la mettre dans l'action. C'est ça en fait. Essayer de la mettre dans l'action et de valoriser ses actions pour qu'elle se rende compte qu'elle est autonome, qu'elle peut le faire, qu'elle a un sentiment d'auto-efficacité et de réussite. C'est ça qui est important. Montrer aux gens qu'ils ont le potentiel d'eux. Donc, ne pas faire à leur place, mais montrer qu'eux peuvent le faire et qu'ils peuvent très bien le faire. Et pour ça, il faut les respecter. Donc, je dirais que voilà, je finirai sur ça, le respect. On se barre. On se barre. On se barre.